Du coup, bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses à cette rencontre. Donc, comme vous le savez sûrement, on est ici parce qu'on déteste tous travailler. Non, je rigole. Donc, on est ici ce soir pour parler du dernier livre de Nicolas Framont, qui est avec nous juste là, au cas où vous ne saviez pas à quoi il ressemble. Nicolas Framont, pour ceux qui ne le connaissent pas encore très bien, s'il y en a dans la salle, c'est le rédacteur en chef de Frustration Magazine. Il est aussi notamment sociologue de formation et il peut être pertinent de noter qu'il intervient dans des comités socio-économiques d'entreprise, dans des cas de problèmes de souffrance au travail, par exemple. Et donc, on va peut-être commencer tout de suite par les premières questions. Alors déjà, bravo pour ce titre incroyable. Je dois avouer que quand on s'est posé la question de faire la promotion, la communication autour de ce livre, c'était très pratique. On a fait un panneau où on a juste marqué « Vous aussi, vous détestez bosser ». Et donc le titre, déjà Parasite, était hyper pertinent et fonctionnait bien et mettait des bonnes idées dans la tête des gens. Et du coup, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que toi aussi tu as détesté le lundi à un moment? Alors la réponse est oui. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Je suis très content d'être là ce soir. Et à la question, est-ce que moi aussi j'ai déjà détesté le lundi? Oui, et aussi le mardi, le mercredi, et à la limite le vendredi, je le supportais mieux. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de bruit de mon micro ou c'est moi qui suis parano? Ouais. Ouais. Ça faisait un bruit. Ça va mieux là? Ok, ouais, parce que je ne veux pas être horripilant. Pourquoi vous ne détestez pas le lundi? Alors en fait, on aurait pu parler du dimanche soir. En gros, c'est l'expérience très répandue de l'angoisse liée au travail, mais pas n'importe quel travail. Voilà, ce qui est important, c'est de dire que c'est pas un livre qui parle de toutes les formes de travail, parce qu'en fait, le travail, il faut préciser qu'il y a plein de façons de travailler, et le livre parle principalement du travail salarié. On pourrait dire qu'il parle du salariat. Et plus précisément, il parle de la domination au travail, c'est-à-dire quand le travail s'effectue dans un cadre contraint, visant à enrichir, satisfaire des gens qui sont autres que nous. Il y a d'autres façons de travailler hors du cadre du salariat, par exemple en étant bénévole. Par exemple, le travail domestique, c'est du travail, mais ce n'est pas toujours dans le cadre du salariat. Parfois, c'est dans le cadre du salariat, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on voit que le travail domestique, c'est bien du travail, puisqu'on peut parfois payer des gens pour le faire à notre place. Donc, moi, je pense que déjà, ce n'est pas un livre qui parle de la détestation du travail en général, parce que le travail, si on revient à sa définition la plus basique, c'est simplement une activité sociale qui consiste à produire des biens et des services. Voilà. Et ces biens et ces services, ils peuvent être de toute nature. Ils peuvent servir à enrichir des actionnaires, tout comme ils peuvent servir au bien commun. Donc en fait, pour moi, le terme travail, c'est neutre. Voilà. Il y a plein de façons de travailler. Et il peut y avoir des façons vertueuses de travailler. Mais le livre, il parle des façons, on va dire, non vertueuses de travailler. Donc du coup, pour revenir à mon expérience personnelle, moi j'ai travaillé dans le secteur privé, j'ai aussi travaillé dans le secteur public, j'ai aussi travaillé dans le secteur associatif. Donc j'ai un peu vu ces trois secteurs-là. Et oui, j'ai vraiment détesté le travail. J'ai aussi fait un burn-out. J'ai aussi eu des situations très conflictuelles, j'ai aussi organisé des grèves. Bref, j'ai eu, comme plein de gens, des expériences très contrastées du travail, mais j'ai aussi connu des joies, j'ai aussi eu des super collègues, j'ai aussi eu des mouvements revendicatifs qui ont obtenu des choses. Et actuellement, je pense que j'expérimente une forme de travail où je déteste plus le lundi, puisque du coup, je travaille en coopération avec mes associés qui sont mes collègues de Frustration Magazine, où on travaille en essayant d'appliquer nos principes politiques, à savoir l'égalité totale, par exemple, de rémunération, l'absence totale de hiérarchie et l'autonomie totale de temps de travail. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je dirais que je ne déteste plus le lundi matin. Voilà. Du coup, donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un livre de sciences sociales indigeste, c'est très facile à lire et il y a notamment pas mal de témoignages qui rendent
le point concret. On apprend donc des expériences de travailleurs et de travailleuses avec qui tu as été en contact, avec qui tu as échangé. Comment est-ce que tu as récolté ces témoignages et comment est-ce que tu les as choisis ensuite pour les intégrer dans le livre ? Du coup, quand je disais que j'avais travaillé dans le privé, c'est que encore maintenant, d'ailleurs, même si je le fais comme freelance, j'ai travaillé pendant des années comme expert et formateur pour les comités socio-économiques. Donc les comités socio-économiques, c'est ce qui s'appelait avant les CHSCT, les comités d'entreprise et les délégués du personnel. Donc ces 3 instances ont été fusionnées en 2017 par Macron pour former une seule instance qui a toujours un certain nombre de prérogatives et notamment, il y a la possibilité dans les entreprises de plus de 50 salariés, malheureusement pas celles d'en dessous, de faire appel à des experts indépendants pour évaluer notamment les conditions de travail, mais aussi les paramètres financiers, etc. Donc dans ce cadre, pendant des années, je suis intervenu avec mes collègues dans des entreprises ou des associations où il y avait des situations soit de risques avérés et repérés pour la santé des salariés, soit des réorganisations ayant un impact sur les conditions de travail. C'est le terme, on va dire, administratif pour parler notamment des plans de licenciement. Et dans ce cadre, une de nos méthodologies principales, c'était d'avoir des entretiens avec un échantillon représentatif des salariés de ces entreprises. Donc en fait, de toute la chaîne hiérarchique, du PDG à l'employé. Et en fait, c'est la matière principale de ce livre. C'est bien tous ces entretiens qui ont été menés, pas pour faire un livre, mais bien pour écrire des rapports visant à permettre aux représentants du personnel et aux syndicats de l'entreprise de faire valoir leurs droits et éventuellement d'alerter les autorités. Et ces rapports, ils servent aussi aux gens qui vont au prud'homme. Ils peuvent s'en servir comme étant une pièce à conviction de la dégradation de leurs conditions de travail. Donc c'est ça la matière principale et en fait c'est ça qui me permet de faire un livre que j'espère être le plus représentatif possible des situations de souffrance au travail parce que les secteurs que j'ai pu voir, ça a été de la PME à l'entreprise du CAC 40 en passant par des associations, des ONG et des entreprises publiques. Alors voilà, j'espère que évidemment le livre il est consolidé aussi par tous les éléments statistiques dont on dispose qui nous permettent de montrer que par exemple le problème de la souffrance au travail c'est un problème qui s'aggrave et que la dégradation des conditions de travail ça s'observe à tout niveau. Il y a une dégradation psychique des conditions de travail qui d'ailleurs fait qu'à l'échelle totale de la population il y a une augmentation des troubles psychiques, de la dépression et des troubles anxieux qui est notamment lié au travail. Il y a une augmentation des accidents du travail, il y a une augmentation de la mortalité au travail. La France, c'est à l'échelle de sa population le pays d'Europe où on meurt le plus au travail. Et les gens qui meurent le plus au travail en France sont les plus jeunes et les plus âgés. Voilà, ça c'est une donnée importante. Actuellement, il y a des enfants de 15 ans qui meurent au travail en France à cause des réformes de Macron. Donc il y a aussi tous ces chiffres-là que je compile dans le livre et qui me permettent de dire de façon à peu près certaine que oui, les conditions de travail se sont aggravées en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais le livre prend principalement le cas français, se sont aussi aggravées en Belgique, se sont aussi aggravées en Allemagne, se sont aussi aggravées et dans le reste des pays du monde. Et donc en fait c'est un énorme problème social et si j'ai écrit ce livre, c'est qu'à mon sens on n'en parle pas assez et que toutes ces personnes-là que j'ai vues en souffrance, c'est-à-dire qui concrètement étaient abîmés psychiquement ou physiquement par leur travail, ont souvent pas droit à la parole, d'où l'intérêt de ce livre. C'est une des limites, c'est qu'en fait les personnes intériorisent souvent et s'en veulent à elles-mêmes au lieu d'adresser les problèmes aux bonnes personnes, à des conditions structurelles qui vont être plus importantes. Dans ce contexte-là, est-ce que c'est pas très difficile pour toi d'avoir autant d'informations, de poser des questions à des gens, d'avoir des personnes marqués par la vie, marqués par leurs conditions de travail et de ne pas pouvoir agir directement? Est-ce que pour toi, c'est des bonnes conditions de travail? Ce boulot, je le fais plus à temps plein. Je l'ai dit, je continue de le faire en freelance, principalement pour former les représentants du personnel sur les questions de santé au travail. Je fais de moins en moins d'expertise parce que j'ai plus le temps. Mon magazine me prend beaucoup de temps. Et est-ce que c'était dur? Oui, hyper, parce que c'était une situation hyper frustrante. Parce que concrètement, on a beau dénoncer, on a beau écrire dans des rapports, on a beau montrer par A plus B qu'il y a des personnes en danger, s'il n'y a pas de rapport de force qui fait que les syndicats vont s'emparer de ces rapports-là pour changer les choses, rien ne changera. Et donc on peut être aussi alarmiste qu'on veut dans ces rapports. À la fin, moi, mes rapports, c'était est-ce que des gens vont s'en emparer ou pas? Et il se trouve que, vu l'état du rapport de force dans le monde du travail en France comme ailleurs, qui est défavorable aux salariés, souvent ces rapports ils finissaient au fond d'une étagère. Donc oui, par exemple, quand j'ai fait ce métier à temps plein, je l'ai fait 3 ans à temps plein et j'ai pas supporté pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu recueilles la parole des gens, tu leur dis que tu vas faire en sorte qu'elle soit entendue et elle n'est pas entendue.
Bah, ça, c'est une situation très frustrante de travail, et c'est pas quelque chose que je souhaitais continuer à faire, évidemment. Est-ce que dans ce cadre-là, tu as le sentiment de mieux fonctionner, d'être plus utile, en ayant une revue, en écrivant, en donnant la parole aussi Bah oui. aux gens? En fait, en ayant un média indépendant, on peut dire les choses telles qu'elles sont. Tant que j'étais dans des métiers qui sont régis par le Code du travail et par les institutions françaises, bah, on est obligé de dire les choses dans un certain cadre, qui est le cadre du dialogue social, c'est-à-dire l'idée qu'on doit dialoguer avec le patronat pour faire entendre sa voix. Et ce cadre-là, il est très étroit. On est obligé de décrire les phénomènes d'une certaine façon, et on ne peut pas dire les choses telles qu'elles sont. Les choses telles qu'elles sont, c'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir de bonne santé au travail dans un système capitaliste. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on peut dire que si on a un média indépendant qui est financé par personne d'autre que ses lecteurs, qui n'est pas financé par l'État, qui n'est pas financé par des milliardaires. C'est la seconde média indépendant. Donner de l'argent à Frustration. Non, mais en fait, oui, ça permet ça, en fait. Parce que je le vois bien qu'en fait, les fois où je suis invité pour parler des questions des conditions de travail dans des médias non indépendants, bah, il y a un cadrage, quoi. C'est-à-dire que les questions de santé au travail, c'est une question à part entière, séparée des autres questions. Il y a les questions économiques, la croissance, puis de temps en temps, on va parler de la souffrance au travail. Alors qu'en fait, tout est lié, quoi. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de bien-être au travail dans un système capitaliste. Il ne peut pas y avoir de bien-être au travail quand on détruit les services publics, parce que du coup, les agents des services publics, on leur pousse à faire mal leur travail et dans de mauvaises conditions. Et donc, en fait, l'explosion de la souffrance au travail, elle vient de tout ça. Et si on n'en parle pas, on ne comprend pas le phénomène. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on va individualiser le problème. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens... Le problème, ça vient de vous, c'est que vous n'êtes pas assez adaptable, que vous êtes trop sensible, que vous êtes trop susceptible. Il faut vous renforcer, il faut faire de la méditation, voire il faut que vous ayez une aide médicamenteuse. On dit tout le temps, la France est le premier pays d'Europe consommateur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Bah, à qui la faute ? C'est parce qu'on est dans un système où plutôt que de comprendre les causes de votre mal, on va faire en sorte de couper les connexions entre votre cerveau et vos émotions et vous. C'est ça, hein, c'est à ça que servent ces médicaments. Alors je ne les dénonce pas parce que dans plein de situations, ils sont la seule solution, mais le fait qu'on en soit autant consommateur montre à quel point en fait on est dans des situations de souffrance massive, mais qui ne sont pas reconnues comme des souffrances systémiques, qui sont reconnues comme des souffrances individuelles. Du coup, dans le livre, il y a toute une partie que tu dédies justement à brosser un portrait des différentes causes systémiques de cette souffrance qui augmente en France notamment. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les plus grands points qui pour toi causent cette dégradation des conditions de travail ? Ouais. Je vais parler de 2 points principaux. Le premier point, c'est l'intensification du travail. Donc, l'intensification du travail, c'est quand on vous demande de faire plus ou autant avec moins. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui existe dans tous les secteurs. Donc, c'est évidemment le cas dans le privé, pour des raisons évidentes, qui est que le but est de faire de l'argent. Quand bien même les gens prétendent autre chose, le but étant toujours de faire de l'argent, il s'agit de dépenser le moins possible et d'en faire le plus possible. Ça, c'est l'essence même du capitalisme. Mais le problème, c'est que cette logique-là, elle s'est étendue aux autres secteurs. Le secteur public fonctionne à fond dans cette logique. Et c'est particulièrement vrai ces 10 dernières années, et c'est particulièrement vrai, du coup, ça fait combien de temps, Macron ? Ça fait 7 ans. J'ai déjà perdu le compte, mais en gros, ça fait 7 ans qu'il y a non, ça fait plus de 7 ans. Enfin... C'est vraiment, j'ai l'impression que ça fait un siècle, moi. Voilà. Enfin bon, en gros, les logiques de réduction des coûts dans le public, c'est exactement ça. On fait en sorte que les agents et les usagers du service public, parce que du coup, ça compte aussi les usagers, aient de moins en moins de moyens pour essayer de faire tenir l'ensemble. Et donc, on met les gens dans des situations impossibles. C'est ça l'intensification du travail, quoi. On ne vous fait pas forcément travailler plus longtemps, mais dans ce temps de travail, on vous demande d'en faire plus. Et puis par ailleurs, évidemment, on nous demande aussi de travailler plus longtemps. Les réformes des retraites, c'est exactement ça. C'est vous allez travailler plus longtemps au même tarif. Et d'ailleurs, toute une partie des explications de la hausse des arrêts maladie, c'est lié au fait que les plus de 60 ans, au travail, ont leur santé qui est dégradée par leur travail. Et ça, la réalité, elle est là. Ils ne veulent pas la voir en face. Mais s'il y a une explosion des arrêts maladie pour les plus de 60 ans, c'est parce qu'on les met au travail, alors qu'ils ne devraient plus y être dans un
très grand nombre de métiers, je dirais même dans tous les métiers. Donc ça, c'est la première cause, c'est l'intensification du travail. On te demande de tout faire à la fois. On te demande d'être polyvalent, d'être souple, d'être adaptable, de remplacer tes collègues quand ils sont absents parce qu'ils ont craqué, etc., etc. Et ça, il y a des secteurs qui sont évidemment particulièrement exposés. Je dirais un des pires, c'est quand même l'hôpital public, par exemple. Et ça, tout le monde en paye le prix, évidemment, et les usagers pour commencer. Donc ça, c'est l'intensification du travail. Et il y a un autre phénomène, c'est la baisse de l'autonomie au travail. C'est-à-dire qu'il y a eu un développement de la hiérarchisation du travail à tout niveau, dans tous les secteurs. Il faut des chefs, il faut des sous-chefs, il faut des surchefs. Et il faut que tout votre travail soit toujours hyper contraint par des procédures, par des normes, par des feuilles de route, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui est aussi en accentuation. C'est-à-dire que globalement, alors même que le terme autonomie est très valorisé, on dit toujours on veut des gens polyvalents et autonomes. Dans les faits, les gens sont de moins en moins autonomes. Ils ont de moins en moins de contrôle sur leur propre outil de travail. Ils ont de plus en plus de chefs. Et ça, c'est valable dans tous les secteurs, y compris l'associatif, y compris les secteurs culturels, etc., qui, a priori, pourraient ne pas en avoir. Donc, la hiérarchisation, la baisse d'autonomie qui s'accompagne d'une hausse des hiérarchies, ça, c'est un autre phénomène qui est aussi cause de souffrance, parce qu'en fait, c'est vraiment la perte de contrôle sur sa propre vie, quoi. C'est-à-dire, on a de moins en moins de liberté, on peut de moins en moins faire le travail comme on aimerait pouvoir le faire, parce qu'on est contraint par des gens qui décident à notre place, quand bien même ils ne connaissent pas la réalité de notre travail, parce que c'est ça aussi qui est frappant, c'est que de plus en plus, les entreprises et les administrations, elles ont recours à des prestataires extérieurs qui sont notamment les cabinets de conseil qui vont décider quelle va être la nouvelle politique pour ce service public, quelle va être la nouvelle procédure pour cette industrie, etc. Ça va être des gens qui vont mettre un point d'honneur à ne surtout pas demander leur avis aux gens. Donc ça, c'est deux choses. C'est vraiment, je me sens submergé par mon travail et je me sens pas maître de mon destin et je me sens pas maître de mon travail. Et ces deux choses-là se percutent. Et puis je dirais, il y a une troisième grande cause qui est d'une façon générale sur la baisse de la sécurité au travail, donc ce qui explique la hausse des accidents du travail mortels, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui vont vous défendre quand on vous demande de prendre des risques. Il est de plus en plus difficile de dire non. Je ne vais pas le faire, c'est trop dangereux, etc. Et un des exemples de ça, c'est tout le phénomène de l'ubérisation. C'est concrètement des gens qui étaient livreurs salariés deviennent livreurs auto-entrepreneurs. Et comme ils sont auto-entrepreneurs, ils n'ont pas d'arrêt maladie. Donc ils sont obligés de travailler même quand ils sont malades. Ils sont obligés de prendre des risques. Ils sont obligés d'aller à fond la caisse. Et on retrouve énormément d'accidents dans ces secteurs-là qui ne sont même pas comptabilisés comme des accidents du travail, puisqu'ils n'ont pas lieu dans le cadre d'une entreprise, quoi. Donc ça, c'est un peu le tableau, je dirais. Et du coup, je suis obligé de faire un lien avec ton livre d'avant, Parasite, qui parlait des 500 des 500 familles les plus fortunées de France. Dans quelle mesure, justement, l'existence de ces parasites a un impact sur la dégradation des conditions de travail? Oui, il y a un impact, c'est-à-dire qu'en fait tout ça nous arrive dessus et c'est pas la faute à personne. Ça, il y a un peu ce discours-là de genre, pareil, quand on parle de la dégradation de la santé au travail, on dit ah oui, alors souvent on accuse les gens eux-mêmes, on dit oui, c'est parce qu'en France on est très présentéiste, parce que les gens savent pas dire non, qu'ils sont trop fragiles, ça aussi on l'entend. Non, c'est tout ça, ça résulte de choix politiques. Qui sont des choix politiques ayant pour but d'augmenter les profits de quelques-uns, quoi. Ces quelques-uns, donc c'est au moins les 500 familles les plus riches de France. C'est pas moi qui les définis comme 500 familles, c'est le magazine Challenge qui chaque année fait un classement des 500 familles les plus riches de France. Donc moi je me base là-dessus, c'est eux-mêmes qui se définissent comme ça. Et ces 500 familles, effectivement, elles ont des intérêts sociaux qui passent par la réduction notamment de nos conditions de travail, quoi, la dégradation de nos conditions de travail. Le développement du chômage de masse en France, par exemple, et dans certaines régions qui ont été plus touchées que d'autres, ça vient de choix d'augmentation du profit. Les mouvements de désindustrialisation auxquels on assiste depuis les années 80 et auxquels on assiste encore plus maintenant, c'est-à-dire les fermetures d'usines, etc., c'est pas parce que c'est des usines pas rentables, c'est que c'est des usines pas assez rentables. Et ces gens, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir un outil de production rentable, ils veulent avoir un outil de production ultra profitable. Et donc pour ça, on peut aller produire à l'étranger où les droits sociaux sont encore plus faibles que chez nous. On peut mettre les gens sous pression, etc., etc.
Je pense qu'un bon exemple de ça, c'est la seule fois où ça a donné lieu finalement à des procès, ce genre de politique, c'était les procès France Télécom. France Télécom, c'est une entreprise publique qui a été privatisée, qui est devenue une entreprise privée. Et pour faciliter cette conversion, on a mis les gens sous pression pour les faire partir, pour les faire craquer psychologiquement. On a mis en place tout un tas de politiques. Et ces politiques, elles ont été mises en place par des hauts fonctionnaires qui sont des gens très liés aux intérêts des riches familles de France et d'ailleurs, hein, puisque les capitaux qui détiennent notre économie peuvent être français comme peuvent être étrangers. Et tous ces gens-là sont aussi les gens qui ont fait élire Emmanuel Macron. Donc il y a une cohérence d'ensemble, hein, c'est-à-dire que concrètement, quelqu'un comme Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui passe régulièrement des coups de fil à Emmanuel Macron. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal L'Express. Hein, donc vous voyez, c'est même pas complotiste de le dire, c'est eux-mêmes qui le disent. Et c'est concrètement des gens qui ont des demandes, quoi, hein. S'ils ont fait élire Emmanuel Macron, c'est bien pour qu'il applique un programme. Et il se trouve que le programme d'Emmanuel Macron, qu'il applique et qu'il a appliqué, c'est un programme de démolition du droit du travail. Ça, il est déjà très entamé. C'est un programme de réduction des droits et des niveaux de vie des assurés sociaux et des salariés. Et c'est un programme de réduction de la dépense publique pour favoriser la dépense privée, parce que si les services publics fonctionnent de plus en plus mal, on est obligé de faire appel à des services privés, et donc de créer des nouveaux marchés pour ces richissimes familles de France et d'ailleurs, quoi. Donc oui, en fait, derrière notre souffrance au travail, derrière ce mal au ventre du dimanche soir, il y a des gens qui profitent de tout ça. C'est pas la faute à personne, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a vu Bernard Arnault partir aux États-Unis pour essayer de s'assurer que ses affaires se maintiennent bien là-bas? Est-ce que tu penses justement que ça peut encore imploser et devenir de pire en pire avec des grands patrons qui ne sauraient pas se satisfaire de la politique macronienne et qui voudraient que ça tourne encore plus à droite? Bah oui, non mais en fait la caractéristique de la grande bourgeoisie, c'est qu'ils sont jamais contents. C'est jamais assez pour eux, quoi. C'est-à-dire que parfois on pourrait se dire c'est bon, ils vont peut-être s'arrêter. Je veux dire, ils ont démoli toute une partie du droit du travail, ils ont quand même réduit à fond les services publics, ils ont détourné énormément d'aides publiques pour les entreprises privées, on consacre 170 milliards de budget public qui vont aller financer ou exonérer d'impôts ou de cotisations les grandes entreprises privées. Je pense que ça va, c'est quand même pas mal. Mais en fait, non, quand vous les entendez, ils sont jamais contents parce qu'ils pourraient avoir toujours plus. Je veux dire, c'est des gens, ils s'arrêteront que quand il n'y aura plus de sécurité sociale et quand le niveau de nos salaires seront proches de celui des ouvriers et des ouvrières du textile au Bangladesh. Enfin, c'est le principe du capitalisme, parce que c'est un régime d'accumulation illimité. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à leur fortune. Vous voyez, ça fait toujours halluciner quand on voit qu'ils sont immensément riches. On se dit toujours, peut-être que là, ça suffit. Non, parce qu'en ce moment, ils développent le tourisme spatial. Hein, ils ont quand même des voyages lunaires à se payer. Enfin, je veux dire... la dépense des ultra-riches, elle est illimitée, leurs besoins, ils sont illimités. Donc effectivement, ce qui se passe aux États-Unis, ça les intéresse beaucoup, parce qu'ils ont eu Macron, qui est quand même un despote, grâce à une constitution de notre 5e République qui quand même donne tous les droits au président de la République. Voilà, même sans majorité, le type arrive à continuer de faire son programme, mais quand même... la grande bourgeoisie, ils sont quand même un peu contrariés parce que ça ne s'est pas passé aussi bien que prévu. Macron, il n'a pas de majorité, ils ne peuvent pas faire des projets de loi très très ambitieux. Ils sont quand même lassés du système français où on peut quand même encore faire grève, on peut encore quand même... ils étaient très contrariés que la gauche ait gagné aux élections législatives. D'ailleurs, ils ont fait en sorte que du coup, ça ne change rien. Mais en fait, ce qui se passe aux États-Unis... ça les fait réfléchir à d'autres possibilités, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, en gros, le système américain, ça a toujours été un système électoral extrêmement contrôlé par les grandes fortunes, mais qui n'intervenait pas directement dans les affaires de l'État. C'était des gens, ils finançaient des candidats. Maintenant, avec Musk, on voit que directement, Musk est devenu ministre lui-même, quoi. Donc en fait, je pense qu'ils se disent ça. Je pense qu'il y a d'ailleurs, la presse en parle beaucoup, même des journaux modérés comme Le Monde, ils disent « Et pourquoi pas un grand patron président de la République bientôt ?» Et donc il y a plein de grands patrons, ils s'en rêvent. Hein. Michel-Édouard Leclerc, il aimerait bien devenir président de la République. Tous les milliardaires en ce moment, ils se rêvent président ou ministre, parce qu'en fait, longtemps, ils ont fait faire le sale boulot à d'autres. Mais en fait, au bout d'un moment, ils se disent, après tout, pourquoi continuer à faire semblant? Pourquoi on n'irait pas directement faire le taf? C'est ce qu'a fait Musk.
avec pas un immense succès d'ailleurs, parce que même aux États-Unis, on a beau avoir Trump qui a été élu, les États-Unis ont un pouvoir présidentiel qui est plus faible quand même que le pouvoir présidentiel en France. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de contre-pouvoirs. Et en ce moment, clairement, la révolution fasciste trumpienne, elle a quand même des obstacles. Et la révolution, on va dire, libertarienne de Musk, elle a eu des obstacles. La moitié des gens qui l'a licencié, ils ont dû les réintégrer, etc., etc. C'est une petite parenthèse pour les États-Unis, mais pour vous dire que tant que c'est des gens, tant que nous, on ne leur met pas des garde-fous, tant qu'on ne les empêche pas d'avancer, ils continueront d'avancer, ça c'est sûr. Et on aura beau... Ce qui est très important, c'est que moi, un livre comme ça, je ne l'écris pas pour que des grands bourgeois le lisent et des patrons lisent et se disent « Ah oui, c'est vrai, ces gens souffrent ». Ils le savent très bien. Ces politiques managériales qui mettent les gens en burn-out ou qui augmentent la mortalité au travail, ils savent très bien que c'est ça les effets que ça produit. Oui, voilà. Ils peuvent faire semblant. Oui, moi ce que je vois vraiment, moi ce que j'ai vu dans mon métier où j'ai rencontré énormément de directions d'entreprise, c'est que moi j'ai eu l'impression même, et mes collègues pensent la même chose, c'est qu'en fait dans les années 2015-2017, il y avait encore des directions qui faisaient semblant de s'intéresser au truc, et depuis les années 2020, il y a une grande décomplexion. C'est-à-dire que vraiment ils en ont plus rien à foutre, on leur parle de gens en souffrance, on leur parle de risques suicidaires, limite ils sifflotent. Hein. C'est à ça qu'on a affaire au niveau du patronat français, et il faut vraiment se le dire, quoi. Alors justement, comme tu le dis là, on a l'impression quand on regarde la situation que non seulement la situation se dégrade, mais qu'en plus les grands patrons ou les personnes responsables, entre guillemets, en ont conscience. Mais du coup, est-ce que ces personnes-là, ou même tout le système, ne devrait pas... paradoxalement, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de dégrader autant la santé des travailleurs, physique et mentale, et est-ce que tu penses que quand une entreprise s'intéresse ou essaye de s'intéresser à la santé mentale ou physique de ses travailleurs et travailleuses, est-ce que c'est forcément purement cynique pour augmenter les profits, ou est-ce que des fois il y a quand même du bon ? Je pense qu'effectivement, tu as raison de souligner que quand même cette dégradation du coût de la santé au travail, elle a un coût, y compris financier. Et elle a un coût très important en France, par exemple. Pour la première fois depuis des décennies, la productivité de la France est en train de baisser. Et ça, c'est assez alarmant pour le coup pour les capitalistes. C'est que la France, ça a toujours été un des pays les plus productifs d'Europe et du monde. C'est-à-dire que la productivité, c'est combien nos heures de travail permettent de produire et de permettre de générer en termes de richesse. Et la France, c'était très productif. Notamment parce qu'on a une culture du travail qui, contrairement à ce qu'on nous répète à longueur de temps sur BFM TV, on est un peuple qui a un rapport au travail très acharné, moi je dirais même trop acharné. Je pense qu'on aurait plutôt intérêt à cultiver un rapport plus distancié au travail, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais voilà, par rapport aux autres pays d'Europe, on était un peuple très travailleur, très productif. Et là, c'est en train de baisser, et c'est notamment en train de baisser à cause de la hausse des arrêts maladie. Alors vous avez vu la réponse du gouvernement sur la hausse des arrêts maladie, c'est pas de dire « Oula, trop de gens sont malades, on va peut-être faire quelque chose sur le droit du travail ». Non, ça a été de criminaliser l'arrêt maladie. C'est-à-dire que concrètement, il y a de plus en plus de contrôle de la Sécu contre les arrêts maladie. C'est-à-dire que concrètement, quand vous êtes en arrêt maladie, la Sécu peut vous appeler pour demander où vous êtes, ce que vous faites, voire même peut passer. Et les médecins eux-mêmes se font de plus en plus taper sur les doigts quand ils mettent les gens en arrêt maladie en raison de leurs conditions de travail. Donc c'est ça la réponse du gouvernement. Mais c'est une réponse qui ne durera pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas forcer des gens malades à aller travailler, au bout d'un moment ils s'effondrent. Et donc, ouais, je pense que ça a un coût financier. Mais, donc, l'hypothèse optimiste, je veux dire, si nous, on n'agit pas, parce que moi, évidemment, je prône l'action derrière. Je pense qu'en fait, la seule solution pour nous, c'est de réagir. Et d'ailleurs, partout où les gens réagissent, on en parlera, mais partout où les gens font grève, partout où les gens sont en conflit, ça marche. Ça marche, vraiment. Il y a une énorme différence. Les entreprises où il y a une bonne santé au travail, c'est une entreprise où les gens luttent. Voilà. C'est pas, et alors effectivement, est-ce qu'il y a des entreprises ou des services publics où on s'intéresse du point de vue de la direction à la santé des salariés? Oui, ça arrive, oui, il y a énormément d'exceptions à ce que je décris, notamment parce qu'effectivement, l'explosion des arrêts maladie et aussi l'explosion des démissions, qui est quand même un phénomène qui ne s'arrête pas depuis 2020, ça commence quand même à leur poser problème. Ils voient bien qu'ils ont une instabilité de la main-d'œuvre à tout point de vue.
Et une main-d'œuvre instable, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de turnover ou que les gens soient souvent absents, c'est vrai que ça contrecarre énormément de politiques managériales, quoi. Vous essayez de mener un projet à bien et en fait les gens sont malades toutes les semaines et il y en a plein qui se barrent en plein milieu, ça pose problème. Donc oui, je pense qu'il y a quand même des choses parfois qui sont mises en place pour au moins essayer de réfléchir à ça, mais le cadre principal, il n'est pas changé, quoi. C'est-à-dire, le cadre principal, c'est que les propriétaires des entreprises privées veulent faire toujours plus de profit. Et je veux dire, ça concerne, on pourrait se dire, oui, là, ce que je dis, ça concerne les grandes entreprises. Alors déjà, il faut savoir, les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises de plus de 2000 salariés, c'est 30% de la main-d'œuvre du secteur privé, hein, donc c'est important d'en parler. Ensuite, il y a les entreprises de taille intermédiaire et les PME. Les entreprises de taille intermédiaire, c'est plus de 500 salariés, vous avez la moitié des gens. Et puis les PME de plus de 100 salariés, là, vous avez à peu près 70%, 75% de la masse salariale. Donc c'est pour ça que c'est important, je dis ça, parce que souvent on dit, oui, mais la France, c'est un pays de PME. Alors, c'est un pays de petites entreprises. Alors c'est vrai en quantité, mais c'est pas vrai en masse salariale, en fait. Et puis même les petites entreprises, en fait, elles-mêmes, elles vont avoir du mal à changer de paradigme, parce qu'en fait, souvent, les petites entreprises, c'est des sous-traitantes des grandes. Voilà. En fait, les marchés capitalistes, ils sont définis par les grandes entreprises. C'est pour ça que même un patron qui voudrait être vertueux, en fait, il aurait du mal, dans la tendance actuelle quand même, à vouloir toujours plus de profit, qui est une tendance mondiale, il aura du mal à se démarquer, il aura du mal à faire des politiques favorables à la santé de ses salariés, ou alors il essaiera de faire des trucs qui coûtent pas cher, quoi. Et le problème, c'est que la santé au travail, comme je dis tout le temps aux gens que je forme, ça coûte cher. Parce que la santé au travail, c'est quoi? C'est quand vous avez un collègue absent, c'est faire en sorte qu'il soit remplacé et que vous n'ayez pas 2 postes en un. C'est faire en sorte que vous soyez jamais en sous-effectif. Voilà. Rien que ça, en fait, ça coûte de l'argent. Et il se trouve qu'une des principales variables d'ajustement quand vous avez une entreprise ou un service public, c'est la masse salariale, hein, c'est ça qui coûte le plus cher, entre guillemets. Donc c'est là-dessus qu'ils vont essayer de jouer. C'est pour ça que le sous-effectif, c'est un problème politique, c'est pas simplement un problème local. Donc je dirais ça va être difficile. Voilà, donc en fait, les indicateurs qui augmentent, etc., c'est vrai que c'est alarmant, mais en fait, comment dire, le capitalisme, il a toujours pu fonctionner avec énormément de souffrance au travail. Enfin, je veux dire, tout le 19e siècle, on envoyait bosser des enfants de 8 ans qui mouraient à 20 ans. Je veux dire, ça ne leur posait pas de problème. Enfin, voilà, actuellement, la question, c'est de l'invisibilisation. Actuellement, les apprentis qui meurent à 15 ans, entre 15 et 18 ans, et il y a eu plein de cas ces derniers temps, c'est traité comme un fait divers par la presse régionale. Vous vous rendez compte, ça devrait être... ces visages, on devrait les voir sur les unes des JT. Mais en fait, comme c'est la bourgeoisie qui fait aussi l'actualité médiatique, c'est eux qui créent les indignations. Donc il y a très peu d'indignation sur ce sujet-là, par exemple. Et du coup, comme tu dis, on n'a pas vraiment d'autre choix que de lutter là où ça va mal, d'instaurer un rapport de force ou de réinstaurer un rapport de force. Par où on commence? Est-ce qu'il faut tout de suite s'en prendre au patron? Il y en a un là, on peut commencer. Ou est-ce qu'il y a Attrapez-le. des solutions, ou est-ce qu'il y a des pistes pour, par exemple, des personnes qui se sentent isolées ou qui sont dans un cas, dans un des cas que tu décris dans ton livre, par où commencer, quoi? Oui, en fait, le rapport de force, donc cette notion de rapport de force, c'est très simple, hein. Le rapport de force, c'est pas forcément, faut pas s'imaginer des grands trucs. Quand vous avez un bon rapport de force avec quelqu'un, c'est qu'il a plus d'intérêt à vous écouter qu'à ne pas vous écouter. Voilà, c'est ça, avoir un rapport de force avec quelqu'un. Voilà, même ça marche aussi dans les situations interpersonnelles, dans la vie familiale, hein. Quand quelqu'un peut vous marcher dessus en toute impunité, c'est que le rapport de force, il n'est pas bon, pour plein de raisons qui ne sont pas forcément de votre fait. Donc la question, c'est comment je réinstaure ce rapport de force. Le rapport de force au travail, c'est mon chef me dit « fais ça », or ça ne me va pas pour des raisons morales ou ça va dégrader ma santé au travail. Le rapport de force, c'est est-ce que je suis capable de lui dire non, et est-ce que si je lui dis non, il va m'arriver des bricoles. C'est ça en fait. Donc le rapport de force, ça commence sur des situations très locales. Le capitalisme, vraiment, ça commence à « on vous demande de rester jusqu'à 20h, est-ce que vous pouvez dire non ?» Voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Donc le rapport de force, ça peut être des situations très individuelles, mais donc moi je dirais il y a un spectre énorme entre je me rebelle individuellement, je dis non, là c'est déjà créer un rapport de force. Et je fais une grève à l'échelle d'un pays contre une réforme des retraites, là c'est un autre rapport de force. Mais en fait c'est la même logique entre les deux. Et donc une des clés, un outil essentiel du rapport de force, c'est le collectif. Parce qu'en fait, c'est très dur de dire non tout seul. On le sait bien.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que les méthodes de management contemporaines, c'est des méthodes de management qui nous divisent. Donc il y a eu énormément d'innovations ces 30 dernières années qui, par exemple, ont individualisé les carrières. C'est-à-dire que c'est plus, il y a une grille salariale, ceux qui font ça, ils gagnent tant, ils gagnent tant, ils gagnent tant. C'est chacun va négocier dans son coin. Et il y a une telle enveloppe et le manager, il va les répartir entre son équipe selon des critères d'évaluation. Bah, ça, évidemment, ça a mis une sale ambiance. Hein. Donc là, évidemment, on a individualisé les choses. Bon, il faut se désindividualiser, il faut se rappeler de tout ce qu'on a de collectif, il faut se rappeler qu'on a des intérêts communs. Et donc vraiment, quand je dis ça marche, c'est le ministère du Travail lui-même qui le dit. Hein. Dans les entreprises où il y a un conflit collectif, il y a des accords favorables aux salariés qui sont trouvés de façon quasi extrêmement majoritaire, alors que dans les entreprises où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'accords favorables aux salariés qui sont trouvés. C'est aussi bête que ça. Donc c'est bête comme chou, et ensuite la question, c'est bête comme chou, la question ensuite c'est quel est le niveau de rapport de force qu'on doit mettre en place. Donc en fait ça dépend de qui on a en face. Donc moi quand je forme les représentants du personnel, maintenant j'ai tendance à commencer la formation par parlez-moi de votre direction, parlez-moi de votre entreprise. C'est qui vous dirige, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi qui les fait se lever le matin. Est-ce que c'est le prestige? Est-ce que c'est l'argent? Voilà, il faut vraiment analyser la situation. Il y a des gens, c'est facile d'instaurer un rapport de force avec eux. Tu vois, une petite entreprise, vous vous entendez bien, vous êtes à peu près à l'égalité, vous aimez faire les mêmes choses. Bon, à la limite, vous pouvez discuter. À la limite, tu mets un petit coup de pression de temps en temps. Tu vois, tu te dis, truc simple à faire dans une petite boîte. Tu te dis, écoute, c'est comme ça, je me casse. Voilà. Plutôt bon rapport de force. Dans des secteurs tendus, je recommande. Dans la restauration, par exemple, clairement, comme en fait il y a énormément de gens qui ont quitté le secteur de la restauration après 2020 et que le secteur de la restauration a connu une très grosse reprise post-Covid, en fait il y a eu un bon rapport de force pour les salariés parce que du coup, il y en a plein qui ont pu dire écoute, si t'es pas content, je me casse. Et du coup, il y a des améliorations qui ont été obtenues comme ça parce que le patronat de la restauration allait pleurer sur toutes les chaînes d'infos en continu en disant c'est terrible, les gens veulent plus travailler chez nous, le gouvernement, aidez-nous. Bon, n'empêche qu'ils ont bien été obligés de lâcher un certain nombre de choses, même si ça reste encore un des secteurs les plus violents en termes de conditions de travail. Mais vous voyez, le rapport de force, c'est ça, quoi. C'est vraiment sur quelle corde je peux jouer pour faire en sorte que mes intérêts soient pris en compte dans l'équation. Puisqu'encore une fois, le capitalisme, le principe, c'est que les intérêts des travailleurs ne sont pas pris en compte dans l'équation, ou plutôt qu'une entreprise est de plus en plus profitable à mesure que ses salariés sont traités de plus en plus mal. C'est ça l'équation. Donc la santé au travail, ça coûte cher, et pour obtenir de l'argent pour ça, il faut que j'ai un bon rapport de force. Et là, je dirais, il faut ajuster le niveau de violence et le niveau de radicalité en fonction de qui on a en face. Il y a plein de choses qui ont été faites, je ne vais pas égrener toutes ces choses, mais... par exemple, à la souterraine dans la Creuse, lors d'une tentative de fermeture de l'usine GMS, qui était un sous-traitant automobile, ils ont innové. Il y avait une grande bonbonne d'oxygène au centre de l'usine. Ils ont attaché des bouteilles de gaz butane tout autour et ils ont tagué « On fera tout péter ». Et ça, c'est une méthode récurrente. C'est arrivé plusieurs fois depuis les années 70. Honnêtement, ce qui a fait que le lendemain, Macron, le ministre de l'économie de l'époque, qui était tout juste candidat, il est venu. Voilà. Donc ça a marché, je trouve que c'est une belle leçon. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que depuis j'ai vu un docu dessus, clairement je vois pas comment ils auraient pu tout faire péter avec. Il n'y a pas de dispositif d'armement, il n'y a pas de... je sais pas si vous avez du gaz butane chez vous, mais c'est quand même pas si simple de tout faire exploser, ou en tout cas c'est hyper dangereux. Mais ça c'était la petite parenthèse pyrotechnique. Mais vous voyez que ce qui est intéressant dans le rapport de force, c'est aussi le bluff, évidemment. Faut être rusé. C'est-à-dire qu'il s'agit de bluffer, il s'agit de faire peur. La peur joue un rôle là-dedans. Par exemple, je dis toujours, la grève, c'est bien, mais la menace de grève, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez toujours laisser entendre que vous êtes plus puissant que vous ne l'êtes. Ce que eux font aussi, toujours. Ils sont toujours en train de nous menacer, ils sont toujours en train de nous faire peur. Si t'es pas content, c'est la porte, etc. Est-ce qu'on en est sûr qu'ils ont vraiment intérêt à nous virer? Pas toujours. Parfois si, mais parfois non. Donc eux le font en permanence. Les RH sont formés à ça, quoi. Ils sont formés au rapport de force. Il faut bien avoir ça en tête. Il ne faut pas arriver naïvement en se disant ici on est entre gens, parce qu'eux ils font ça en permanence. Moi j'ai assisté à des dizaines de réunions de négociation et globalement le pitch est toujours le même. Ils arrivent tous sourire et ils disent non, on va pas s'asseoir chacun de notre côté de la table, on est là pour discuter entre adultes, on se fait confiance, on a une grande famille. Ils sont formés à dire ce genre de bullshit et ils sont tellement bien formés qu'ils y croient eux-mêmes quand ils le disent. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, ça va pas du tout être une famille ou alors une famille très dysfonctionnelle. Bon, comme il en existe plein, tu vas me dire. Mais donc en fait, eux sont formés au rapport de force. Vraiment, les études de RH, c'est ça. Ils ont plein de trucs et astuces.
Voilà, il faut par exemple, ils sont toujours 2 quand ils ont un entretien avec une personne. Voilà, ça commence par des trucs comme ça, le rapport de force. C'est est-ce que physiquement, je suis en surnombre ou en sous-nombre? Ça change tout. Enfin, un des trucs de base que le syndicalisme vous apprend, c'est qu'il ne faut jamais aller seul à un entretien avec votre direction. Il faut toujours être accompagné d'au moins une personne. Et si vous venez à 10, je vous assure que ça marche encore mieux. Voilà. Et là, c'est du rapport de force. Et là, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez taper les personnes. Ça veut dire qu'en fait, vous laissez entendre que cette possibilité existe. Voilà. C'est cette chose-là qu'il faut réinstaurer. Et je pense qu'en fait, on a tous collectivement dans ce pays comme ailleurs été des bons élèves depuis les années 70-80. C'est-à-dire on est des bons élèves, on attend les élections en espérant que les choses changent, on fait confiance dans la négociation et dans le dialogue social. Je peux vous dire que cette recette ne nous a pas réussi du tout parce que regardez où on en est. Donc voilà, dans mon bouquin, ma conclusion, c'est qu'il faut arrêter d'être des bons élèves. Et je dis ça en ayant moi-même été longtemps un bon élève, quoi. C'est-à-dire, et je prends la métaphore du bon élève parce que le système scolaire est aussi très responsable de ça. Le système scolaire véhicule énormément de mythes qui consistent à dire si tu travailles bien, si tu es sérieux, tu réussiras dans la vie. C'est pas du tout comme ça que fonctionne le capitalisme. Donc il faut en prendre acte et voir les choses autrement. Et moi je sais que les gens qui ont la paix dans leur travail salarié, c'est des gens qui ont réussi à avoir un pouvoir de nuisance tel que plus personne n'osait les faire chier. Et là, enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, globalement, moi j'en connais, où c'est des gens qui ont un collectif très soudé, ce qui fait que du coup, il y en a un qui est attaqué, tous les autres pètent des câbles, enfin des choses comme ça. C'est ça le rapport de force. C'est pas voilà, donc en fait je peux pas te répondre. Je pense que là l'objectif c'est direct de séquestrer ton patron. Je pense que c'est ça qui marche. Il se trouve que la séquestration de patron, il y en a eu énormément dans les post-crise financière dans les années 2008-2009, au moment où il y a eu plein de fermetures. Il se trouve que par moment ça a marché. Après voilà, faut toujours peser le pour et le contre. C'est-à-dire que ça a aussi eu énormément de conséquences judiciaires très négatives pour ceux qui l'ont fait. Voilà, et leur vie a été ruinée par ça. Donc il y a eu des chemises arrachées, le mouvement des Gilets jaunes, le saccage du 8e arrondissement de Paris en décembre 2018, ça a marché, alors même que voilà, ça a marché, c'est-à-dire que Macron a reculé quand même sur sa taxe carbone. Alors on peut dire que c'est pas la révolution, mais franchement ça a failli l'être. Macron avait quand même affrété un hélicoptère pour se faire évacuer, c'est quand même ça qui s'est passé. Et il y a eu une augmentation de la prime d'activité, ce qui pour les ménages les plus pauvres a quand même changé des choses. Et vous voyez que, moi je trouve qu'on ne s'est pas assez inspiré de cette leçon-là. C'est-à-dire qu'en fait la dernière fois qu'on a obtenu un truc dans le mouvement social, c'est quand le 8e arrondissement et des préfectures ont été saccagées. Moi je pense qu'il faut en tirer des conclusions pragmatiques, mais ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut le faire à tout moment et à tout bout de champ. En fait il faut être très stratégique, le rapport de force c'est très stratégique, c'est quel est le levier que j'actionne, à quel moment, pour quel effet. Parce que parfois, aller trop vite, aller trop loin, ça ne marche pas. On le voit bien dans une interaction avec quelqu'un que vous voulez convaincre ou vous ne voulez pas vous laisser faire. Voilà, on essaie différentes techniques. Parfois, hurler sur la personne, ça marche. Parfois, ça produit l'effet inverse. Voilà, c'est la même chose dans la conflictualité au travail. Alors justement, on va spoiler un peu. Le prochain livre que tu vas sortir qui est en train d'être écrit va parler de Luigi Mangione. Et donc justement la question de la violence radicale pour le coup, est-ce que, comment tu la poses, comment tu la vois, est-ce que tu la considères vraiment d'un point de vue purement stratégique, est-ce que tu mets de la morale dedans? En fait, donc je vous tease un peu le livre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce fait divers, fait politique. Donc en décembre 2024, aux États-Unis, un PDG d'une assurance santé privée, la première assurance santé privée des États-Unis, a été assassiné en pleine rue alors qu'il se rendait à l'Assemblée générale des actionnaires de son entreprise. Entreprise particulièrement malfaisante, je pense que vraiment au rang des entreprises les plus immorales du monde, les assurances santé privées, c'est quand même quelque chose, puisque c'est des entreprises qui ont explicitement pour politique de refuser des soins, y compris vitaux, à des gens pour faire des économies et faire plus de profit. Ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a 45 000 personnes par an qui meurent faute de soins, faute de prise en charge par leur assurance, et 500 000 personnes par an qui tombent en faillite à cause de leur endettement pour leurs dépenses de santé. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, on a quelqu'un qui est accusé de ce meurtre, qui s'appelle Luigi Mangione, et qui est vraiment... et donc ça a été un phénomène aux États-Unis comme au niveau mondial. Il y a une espèce de chose assez incroyable, c'est que malgré l'extrême violence de son acte, c'est une figure très populaire. Les sondages l'ont montré, plein de gens soutiennent son action, ou en tout cas refusent de la condamner. Donc le livre, il part un peu de ce fait-là. Après, c'est pas une enquête sur ça, parce que je suis pas américain, je le connais pas, donc moi c'est plus les réflexions, c'est un livre sur les réflexions que ça m'a inspiré, qui est vraiment face à la violence du capitalisme, dont la souffrance au travail est d'une des manifestations, mais on pourrait parler aussi des dégâts climatiques.
je pense qu'à long terme, c'est quand même ça qui nous menace encore plus, comment répliquer? Voilà. Et il me semble que c'est important de se poser cette question-là, et quand même, une des choses qui a guidé ma réflexion, sans aller jusqu'à dire que ce qu'il faut, c'est assassiner des PDG dans la rue, parce que par ailleurs, je ne pense pas que ça soit la solution. Je pense que le capitalisme, c'est un système trop... il y a trop d'incarnations différentes. Enfin, je veux dire, ce patron va être remplacé par un autre, etc. Donc, ce n'est pas une hypothèse que je soutiens forcément, même si j'ai tendance à refuser de la condamner, mais ça, c'est un problème philosophique et moral dont on pourrait parler ultérieurement. Mais la grande question, c'est face au niveau de violence toujours plus important des classes supérieures au niveau mondial, quel est le niveau de violence que nous, on met en œuvre face à eux? Et il me semble qu'actuellement, le niveau de violence que nous, on met en œuvre, il est beaucoup trop faible. Globalement, leur niveau de radicalité à eux, c'est d'envoyer des fusées dans l'espace, de prendre le pouvoir, de manipuler les élections, de ne pas les respecter, de créer de la mortalité au travail, de détruire notre environnement, etc. etc. Le soutien aux guerres qui est complètement cynique, qui est complètement assumé, le soutien à un génocide à Gaza qui est complètement assumé par les élites françaises, américaines, britanniques, allemandes, et qui quand même, enfin, je parle de Gaza parce que quand même, quand vous en êtes à un niveau où vous tolérez et vous justifiez des meurtres de masse, notamment d'enfants, c'est quand même que vous avez atteint un point de non-retour dans votre conception de l'humanité. Et je pense que les génocides de Gaza montrent que les classes supérieures, notamment médiatiques, notamment politiques françaises, ont atteint un point moral de non-retour. Bref. Et donc, face à ça, face à quand même une violence décomplexée de nos adversaires, ou en tout cas, quelle que soit la façon dont on les appelle des classes dominantes, quel est, nous, notre niveau de violence? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre? Le bouquin, il est là-dessus. Et je dirais que moi, ce que je constate, c'est qu'actuellement, et je le constate aussi à l'échelle des entreprises, alors il y a des entreprises où les gens sont très combatifs, mais moi, je suis aussi inquiet de voir énormément de gens syndicalistes qui ont un niveau de violence qui est très faible, voire inexistant, quoi. C'est-à-dire que ils se font avoir, quoi. Et j'ai l'impression qu'on se fait avoir. Et la question, c'est comment on arrête de se faire avoir. Voilà un peu les grandes lignes. Un des outils que tu proposes, que j'ai trouvé assez rigolo, c'est une espèce de typologie des hiérarchies au travail, en essayant d'analyser le type de chef qu'on a en face de soi. Ce qui est un bon jeu. On avait fait le quiz dans la revue Frustration, justement, où on n'a pas eu les mêmes résultats, mais où c'était assez fun de le faire. Est-ce que, justement, réindividualiser le problème et justement se rendre compte dans son travail dans quelle situation on est pris, enfin déjà explique un petit peu ces différentes typologies si c'est possible, et ensuite est-ce que dans ces cas-là, même face à son patron directement, ça peut pas être un des outils? En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire qu'il faut avoir une analyse compréhensive des situations dans lesquelles on se trouve. Donc par exemple, sur les problèmes hiérarchiques, ou même les problèmes avec les collègues, quoi. En fait, on a des problèmes relationnels au travail qui parfois nous poussent à être à surindividualiser le problème. Donc on va dire mon patron, ma patronne, mon patron c'est un con, c'est un pervers narcissique, c'est quelqu'un de complètement obsessionnel, de complètement névrosé. Moi, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu de la part des salariés. Et je comprends qu'on émette ce discours-là, parce que ça, c'est de la colère. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, quelqu'un qui vous donne des ordres contradictoires, qui contrôle en permanence votre travail, voire qui vous pousse à la faute, c'est normal qu'on le déteste. Je veux dire, par contre, si on veut réussir à agir, il faut être plus fin que ça. Il faut réussir à comprendre à qui on a affaire et c'est quoi les logiques qui sont derrière. Et en gros, dans le livre, c'est vrai que je fais une typologie des types de chefs, alors qui n'est pas exhaustive, depuis j'ai pensé à une autre catégorie. En fait, à tel type de chef correspond tel type d'injonction capitaliste. Parce que les chefs eux-mêmes, ils sont pris dans un système où ils doivent... En fait, s'il existe des chefs, c'est parce que... Alors, on peut trouver des bonnes raisons à l'existence de chefs, notamment le coordonner le travail des uns et des autres. Un chef, c'est quelqu'un qui coordonne, qui dit, il y a plein de métiers différents, on va faire en sorte que tout le monde rende le truc en même temps, et que quand un tel a fini, il donne à l'autre, etc. Ça, admettons. Et moi, je dis pas, il n'y a pas que des mauvaises raisons d'avoir des chefs. Mais il y a une très mauvaise raison, c'est que le chef, il est là pour contraindre, il est là pour contrôler. Il a un rôle coercitif. Il a un rôle coercitif parce que dans le capitalisme et dans les secteurs privés, dans les secteurs publics macronisés, on nous fait faire des choses qu'on n'aimerait pas faire. Donc pour ça, il faut des gens qui nous poussent à les faire. Et dans cette typologie des chefs, moi j'ai essayé de comprendre à quel type de chef correspond quel type de problème, quoi. Donc par exemple, le chef tyrannique, qui est vraiment un profil de chef qui est en augmentation,
Donc celui qui crie, celui qui humilie publiquement, celui qui met des coups de pression, etc., qui est vraiment le modèle prôné par Elon Musk, par exemple. Il y a des témoignages sur Tesla. C'est vraiment une organisation militaire avec des gens qui hurlent, etc. C'est aussi le cas à Total Energy, qui est une entreprise dont j'ai entendu parler par ailleurs, où en fait on a vraiment des systèmes militarisés, quoi, quasiment hérités du colonialisme, enfin même hérités du colonialisme, où en fait, et avec une inspiration militaire, où le chef c'est celui qui humilie, celui qui gouverne par la peur. Donc tu vois, le chef tyrannique par exemple, cette typologie de chef, il s'explique, quoi. C'est pas simplement qu'il se trouve que, voilà, en vrai c'est pas la faute des individus, c'est pas parce que telle personne avait tout pour être un tyran depuis sa naissance qu'elle est devenue un chef tyrannique. C'est parce qu'en fait, le capitalisme, dans sa forme actuelle, a besoin de chefs tyranniques. Puis après, il y a d'autres formes un peu plus... voilà, je parle du chef de famille, par exemple. Donc ça, c'est toute sa rhétorique familialiste autour du travail. C'est de dire, avant tout, on est une grande famille, on est tout ça pour la même chose. Et donc le chef de famille, lui, il va activer des leviers plus affectifs, plus émotionnels. Donc il n'aimera pas qu'il y ait des syndicats, parce que on est une famille, on peut se parler. On n'a pas besoin de syndicalistes. Voilà. Donc ça, c'est un autre type de hiérarchie. Et on pourrait parler d'autres. Il y a le chef bureaucratique, je pense que vous avez peut-être pratiqué ce genre de chef. C'est quelqu'un qui est là, il y a des règles, il y a des procédures, on ne déroge pas, etc. etc. Qui dit, voilà, il n'y a pas de budget, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Donc là, c'est vraiment le chef qui, en fait, est tout le temps en train de reporter la responsabilité au-dessus, qui ne va jamais interroger le pourquoi du comment il est dans cette situation. Donc c'est important de comprendre à qui on a affaire, parce qu'encore une fois, dans le but d'activer un rapport de force, il faut avoir la connaissance de qui on a en face de nous, qu'est-ce qu'on peut activer pour le contrer, quoi. C'est vraiment analyser l'adversaire pour pouvoir mieux le contrer, c'est à ça que ça sert. Et c'est valable aussi à l'échelle d'un pays. Vraiment comprendre qui est Emmanuel Macron, quel est son but, quels intérêts il sert, c'est important, parce qu'on voit bien que si on ne le définit pas bien, il y a plein d'explications fantasques qui vont occuper l'espace. Par exemple, l'extrême droite, ils vont dire que Macron, c'est un homosexuel refoulé, qui a une femme transgenre, et ils serinent là-dessus en ce moment. Non mais c'est grave, hein. C'est-à-dire la fixette sur Brigitte Macron, c'est très grave. C'est très transphobe, c'est très sexiste, et l'extrême droite, c'est ça qu'ils activent. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment de colère contre Macron, eux, ils vont en profiter pour mettre leur sale conception du monde là-dedans. Donc même quelqu'un comme Macron, il faut réussir à le définir en désindividualisant au maximum la situation. Alors je sais que c'est difficile parce que c'est quelqu'un de personnellement horripilant que moi je déteste sur le plan personnel, mais je sais que je le déteste aussi pour des raisons sociales. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est un grand bourgeois, c'est un énarque qui fait partie de ces gens qui sont formés depuis leur naissance à s'estimer supérieurs à nous et qui méprisent absolument nos sentiments, qui considèrent qu'on est des nuls, qui ne sont pas au courant de la situation mondiale, qui n'ont aucune notion d'économie et qui doivent appliquer son programme au forceps parce qu'on est trop con pour le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il est détestable, Macron. C'est pas parce que c'est un homosexuel refoulé. Enfin, franchement, voilà. Et ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important de bien caractériser son adversaire. Sinon, on laisse d'autres explications s'installer. Et moi, j'ai beaucoup vu ça au travail. C'est-à-dire des gens qui disent, mon chef, c'est vraiment un énorme connard. Je suis sûr qu'il a eu des problèmes avec sa mère étant petit. Moi, on s'en fout. Enfin, non, en fait, il y a plein de profils psychologiques. Alors, peut-être, moi, je suis pas psychanalytique. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à être des chefs tyranniques que d'autres. Mais il me semble que la faculté du capitalisme, c'est celle de transformer les individus en ce qu'ils voudraient qu'ils soient, quoi. Et particulièrement dans les chaînes hiérarchiques, on l'observe. Donc voilà l'importance de comprendre, quoi, de comprendre et d'avoir une empathie, y compris pour les gens qui nous sont hostiles, pour pouvoir mieux les contrer. Et alors, c'est un peu décalé ma question, mais justement, une des façons de créer de l'empathie, c'est d'avoir de construire des récits aussi. Et à toi, à la fin de ton livre, tu proposes un petit récit qui paraît presque utopique sur ce que pourrait être l'avenir si on avait fait le travail de tous lutter collectivement, de comprendre à quoi on a affaire, à qui on a affaire, pourquoi ces personnes agissent comme ça, et qu'on aurait réussi à réinstaurer des rapports de force là où il faut, comme il faut. Est-ce que pour envisager des futurs possibles et désirables, et justement que ça soit un levier pour qu'on ait envie d'agir et qu'on ait l'impression qu'on peut agir aussi, parce que des fois on se sent bloqué, on a l'impression
que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça changera rien. Est-ce que tu as d'autres lectures à conseiller pour aller plus loin ou juste pour avoir un peu d'espoir ou un peu d'inspiration? Tu vois, le genre des utopies, par exemple, ça semble maintenant le terme utopie, il est associé à un truc fondamentalement irréaliste et tout. Donc je ne sais même pas si c'est le terme qu'il faut utiliser parce qu'il est vraiment connoté. Pour autant, moi j'aime bien ce terme et je sais que les utopies ont joué un rôle très important dans les révolutions. Notamment au cours du 19e siècle, il y a eu beaucoup de grandes utopies à succès au sein du mouvement ouvrier. C'est-à-dire des gens qui imaginaient des fictions de comment ça serait après la Révolution, pendant la Révolution. Voilà, il y a Jack London qui a fait ça, par exemple dans un livre qui s'appelle Le Talon de Fer. Il y a d'autres œuvres vraiment moins connues, enfin qui étaient très connues à l'époque, qui sont plus du tout connues maintenant, parce que c'est un type d'écriture qui est vraiment complètement daté, mais qui ont vraiment fonctionné. Ce truc des utopies, moi je trouve que c'est important. Ça a joué un rôle important, et comme tu dis, c'est vraiment ça. Je pense que les partisans du capitalisme ont réussi à nous faire croire que c'était le seul système possible et que c'était le seul système adapté à notre humanité. Parce qu'en fait, ils ont une vision très négative de l'humain. Pour eux, l'humain, c'est des gens fondamentalement égoïstes, et donc finalement, on a que ce qu'on mérite, quoi. Ça, pour le coup, les capitalistes ont été ils sont en symbiose avec toute une partie du catholicisme, carrément de dire, de toute façon, on est intrinsèquement des pécheurs, on est intrinsèquement des gens mauvais, l'homme est un loup pour l'homme, et donc finalement, le capitalisme, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux, quoi. C'est-à-dire un système où on est en compétition, et puis on peut assouvir des pulsions d'achat, et puis de toute façon, on peut compter sur personne. Et ça, c'est vraiment un récit très, très important, et l'extrême droite, actuellement, le porte énormément. L'extrême droite, elle a un discours de défiance générale, quoi. C'est-à-dire ton voisin est ton ennemi, particulièrement s'il est d'origine immigrée, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'on ne peut pas compter sur l'humanité, qu'on ne peut pas compter sur les autres. Et donc, j'aurais du mal à trouver des titres comme ça, mais tu vois, par exemple, quelqu'un qui s'est chargé de démonter cette idée dès le 19e siècle, c'était quelqu'un comme Pierre Kropotkin, qui était un anarchiste français, membre du mouvement ouvrier, qui a écrit un livre, alors je ne sais pas si c'est le titre original, mais je sais qu'il est réédité sous le titre L'Entraide. Et L'Entraide, c'est vraiment un court texte qui est une démonstration, sur la base d'énormément d'exemples historiques, que l'humanité a déjà, à plein d'endroits, actuellement, alors à son époque comme avant, en fait connaît énormément de systèmes de relations qui ne sont pas basés sur des intérêts égoïstes et qui ne sont pas basés sur des modes de domination. Il y a un livre qui est plus contemporain, qui est sorti il y a quelques années, que je cite pas mal dans Parasite, je crois. C'est un livre qui s'appelle Au commencement été. C'est écrit par l'anthropologue David Graeber et l'archéologue David Wengrow. C'est édité au Lien qui libère aussi. Alors c'est un livre, il est très gros, très long. J'ai mis 3 ans à le lire, mais il n'est pas inaccessible. Et en fait, moi j'aime bien parce que c'est vraiment, là c'est un livre très scientifique qui revient sur les débuts de l'humanité. En gros, qui dit un truc très intéressant, c'est qu'en gros, on peut lire rien que l'introduction, elle est super. En gros, ils expliquent que, en fait, il y a un récit d'humanité qui s'est imposé, qui consiste à dire qu'en gros, avant, il y avait les gentils sauvages nomades qui se nourrissaient de baies, voilà, il n'y avait pas d'histoire, quoi. Et puis ensuite, les gens se sont sédentarisés, ont fait l'agriculture, et là, bim, ils ont fait des États, ils ont fait des chefs, ils ont fait de la domination, et c'est comme ça que l'humanité a évolué. En fait, eux, ils montrent sur la base d'études archéologiques récentes, parce qu'en fait, l'archéologie évolue en permanence, notre connaissance des sociétés pré-agricoles, en fait, a beaucoup évolué ces 10 dernières années, c'est ce que j'ai appris dans ce livre. Qu'en fait, non, les sociétés non agricoles ou non sédentarisées, c'était pas des sociétés, c'était pas simplement des groupes de 4-5 personnes qui se tuaient un mammouth une fois l'an. C'était vraiment des sociétés très organisées, mais qui sont d'une grande diversité dans leur mode d'organisation. Ça veut pas dire que c'était mieux avant et qu'il faudrait revenir en l'an moins 5000, c'est juste de montrer qu'en fait, il n'y a pas de destinée. Que les choses peuvent se passer autrement, qu'elles se sont d'ailleurs passées autrement. En fait, toute notre histoire, elle est assez tragique. C'est qu'en fait, les sociétés aristocrates et bourgeoises occidentales ont détruit le reste de l'humanité et l'ont forgé à son image pour ensuite venir dire, et ça c'est très pervers, vous voyez, c'est le seul système possible. Non, c'est un système qui a été imposé par la coercition. Il n'y a que 2 pays dans le monde, enfin 3, mais j'oublie toujours le 3e. En tout cas, il n'y a que 3 pays dans le monde qui n'ont pas été colonisés. C'est quand même fou, hein. C'est le Japon et la Thaïlande. Et même le Japon et la Thaïlande ont en fait pas directement été colonisés, mais ont subi une ouverture forcée de leur marché par les capitalistes européens. Donc en fait,
c'est comme si tous les autres possibles de notre humanité avaient été éteints. Et moi, j'aime ce genre de livre qui nous montre... moi, en fait, j'adore en gros tous les livres d'histoire sociale qui montrent que l'histoire s'est passée autrement. Il y a un autre livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est Une histoire populaire de la France. C'est écrit par Laurence de Coq, il me semble, qui en fait fait... non ? Ah bah voilà. Bon bah je vous le raconte pas, elle vous en parlera. Mais en fait moi j'adore parce que ça nous montre parce qu'en fait nous en tant que classe laborieuse, hein, moi je dis ça, hein, tous les gens qui sont pas des bourgeois globalement, c'est-à-dire la majorité des gens, bah on est en permanence volés de notre histoire parce que c'est pas nous qui la faisons. Donc en fait on oublie nos propres succès, on oublie nos propres victoires, on oublie nos propres modes d'organisation, nos propres cultures et on nous impose en permanence un autre récit sur nous-mêmes quoi. Donc en gros moi j'aime tous les livres qui nous montrent que les choses peuvent se passer autrement. Parce que sinon notre imaginaire il est complètement voilà, il est complètement racorni et il faut absolument éviter ça. Merci. Jean-David, est-ce que tu as encore des questions ou est-ce qu'on passe le micro à la... Bonsoir, merci pour cette intervention hyper intéressante. Est-ce que dans votre métier, là je parle plutôt du coup d'expertise dans les différentes organisations, vous avez eu l'occasion d'aller étudier et d'observer les coopératives ou ce genre d'entreprise un petit peu plus... Voilà. Ouais. Alors, moi directement non, mais il y a un super livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle « Travailler sans patron ». C'est un livre qui se lit bien, de Simon Cotin-Marx et j'ai oublié le deuxième, désolé. En fait, eux, ils ont vraiment fait une étude sur plein de formes coopératives et voir un peu comment ça se passe. Moi, ce que j'en ai déduit, c'est que évidemment que la forme coopérative, elle change beaucoup de choses parce que notamment la propriété de l'outil de production n'est plus déléguée à quelqu'un d'autre qui fout la pression. Et franchement, ce livre est super intéressant parce qu'il montre, moi je trouve qu'il montre ce truc très réjouissant qui est que c'est pas parfait, notamment parce que le secteur coopératif en France, bah, il est pris dans le reste, il est pris dans des marchés capitalistes, etc. Donc en fait, c'est difficile. Moi, c'est pour ça que je prône plutôt un changement d'ampleur et massif, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il faut changer tout l'appareil productif d'un coup si on veut que ça marche. Mais en même temps, les coopératives, elles montrent justement que quand même, le partage de la décision, etc., ça crée des effets différents sur les conditions de travail. C'est pas tout rose, c'est pas facile. Je trouve le livre montre bien l'ambiguïté de tout ça. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est de voir que quand même, comment dire, c'est difficile de penser une organisation du travail idéale. Je la connais pas. Par contre, ce que je veux, moi, ce que je revendique, c'est qu'on puisse se poser la question et qu'on puisse essayer des choses. Actuellement, dans la plupart de nos métiers, on ne peut pas. On est soumis à des organisations pensées par nous, pour nous, par d'autres. Et en fait, dans les coopératives, au moins, ils peuvent se poser la question. Et il y a plein de questions intéressantes qui sont posées dans ce livre. Voilà. Mais moi, à titre personnel, moi, je dirais, ce qui m'a frappé et beaucoup désillusionné, c'est l'expérience plus des associations. Alors, c'est pas exactement les coopératives, mais a priori, il y a des mécanismes communs, c'est-à-dire à but non lucratif. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est de voir comment, en fait, ces logiques, notamment hiérarchiques, devenaient des réflexes que même les gens hors monde capitaliste utilisaient. C'est-à-dire que, en fait, la domination au travail, malheureusement, n'est pas réservée au monde capitaliste. Elle s'est étendue partout, pour plein de raisons externes, mais aussi internes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a été tous quand même très biberonnés à la culture de la domination au travail, que nous-mêmes on va reproduire, et que du coup les gens dans les associations ont tendance à reproduire. Et j'en veux pour preuve, c'est que moi je trouve ça fou que dans le secteur associatif, il y ait des DRH et des directeurs financiers, il y ait des DG, et qu'en fait on reproduise le même genre d'organisation avec des managers et tout. Je trouve ça aberrant, je trouve ça stupide. Vraiment, je comprends pas comment tu peux ne pas décider de faire les choses autrement, et pourquoi on reproduit des schémas comme ça pour se rassurer. Et je pense qu'il y a un manque d'imagination en la matière qui est vraiment lié au fait qu'en réalité, on s'est habitué à l'idée qu'il n'y avait pas d'autre façon de travailler possible, quoi. Voilà. Merci pour l'exposé. Une petite question. En fait, il y a des entreprises où il n'y a pas vraiment visiblement de chef tyrannique qui crie sur les autres. Il y a des entreprises où il y a beaucoup de communication sur la prise en compte du bien-être au travail, sur aussi des communications qui font la promotion de politiques RSE de l'entreprise. Dans ces mêmes entreprises, souvent, les représentants du personnel sont intégrés dans différentes commissions qui font, par exemple, une commission sur les risques psychosociaux, etc. La question, c'est comment la domination, elle se manifeste dans ces entreprises, malgré tout, et comment les représentants du personnel y participent. Ouais. Ah bah oui. Hein. En fait, moi, dans tous les exemples
moi, en fait, j'ai pas vu enfin, si j'ai vu quelques entreprises où le bien-être au travail, c'était pas un sujet. Mais en fait, moi, je suis allé dans énormément d'entreprises, y compris les très grosses, etc., les plus capitalistes, où c'est omniprésent. C'est-à-dire qu'ils en parlent tout le temps, il y a des affichages, il y a des machins, il y a des stages, il y a des trucs, il y a des milliards de commissions de trucs et de machins, il y a une politique RSE qui met en avant l'inclusivité, les valeurs, etc., etc. Effectivement, c'est la garantie de que dalle, parce qu'en fait, tout ça, c'est que des discours, et c'est vraiment... pourquoi ça a peu d'effet ? C'est parce qu'en fait, il y a une dépolitisation. Quand je dis dépolitisation, c'est vraiment... Moi, j'emploie le terme politique de façon très large. C'est-à-dire la politique, c'est quoi les rapports de pouvoir qu'il y a entre nous. C'est pas simplement est-ce que je vote Macron ou Mélenchon, quoi. Ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg et c'est pas la plus intéressante. Mais la politique, c'est qu'est-ce que telle organisation dit des rapports de pouvoir. Et en fait, tout ce que vous décrivez, c'est souvent... On aborde les sujets, mais on les extrait du reste. C'est-à-dire, par exemple, on va parler du bien-être au travail, mais on ne va pas parler de l'organisation du travail. Or, c'est complètement lié. Et effectivement, les représentants du personnel et les syndicalistes, malheureusement, jouent le jeu trop souvent. Moi, dans le livre, je les appelle les co-gestionnaires impuissants. C'est-à-dire, c'est des gens, on les met dans des instances de co-gestion, mais ils ne peuvent rien bloquer du tout, ils ne peuvent rien dire du tout, et c'est vraiment cause toujours. Le problème, c'est que on a un secteur syndical en France qui s'est très bureaucratisé. La bureaucratisation, ça veut dire simplement que y a des organisations qui se construisent et au bout d'un moment, elles veulent plus que servir les objectifs qui leur sont assignés, elles veulent travailler à leur propre survie, à leur propre prospérité. En fait, il y a beaucoup de gens, c'est ça, ils ont une carrière de syndicaliste et ils vont maintenir leur carrière et que parfois, le maintien de leur carrière n'est pas forcément compatible avec la mise en place d'actions de rapports de force qui sont par définition risquées. Donc, il y a plein de gens qui vont aller dans ces instances, parfois pour des raisons sincères, parce qu'ils se disent mieux vaut y aller que ne pas y aller. Ça s'entend tout à fait. Mais moi, ce que j'ai tendance à leur répondre de plus en plus, c'est oui, mais on a un temps limité dans la vie. Voilà. Donc en fait, moi je préfère que vous alliez parler avec vos collègues à la machine à café, que vous organisez des réunions sur vos propres bases avec vos propres discours, que vous alliez dans des instances qui dépolitisent complètement le problème et qui ne l'abordent qu'à la surface, c'est-à-dire en fait qui ne l'abordent pas. Voilà. Parce que parler de santé au travail sans parler d'organisation du travail, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a aucun impact. Et voire même, ça va souvent produire des effets pires, c'est que cette santé au travail dépolitisée, elle conduit à l'individualisation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se dire comment faire en sorte pour que les salariés aillent mieux, ils pourraient faire une sieste, ils pourraient faire de la méditation. Voilà, je repars de la méditation, alors par ailleurs, en tant que pratique individuelle, moi je pense que c'est très bien et que ça peut faire beaucoup de bien, mais en fait, dès que ces trucs-là sont activés par le patronat, c'est toujours une entourloupe. Parce que derrière, ça nourrit le discours selon lequel le problème, ce n'est pas l'organisation, le problème, c'est vous. Et ce discours, il a fait du mal. Et je dirais, voilà, sans démagogie, c'est un discours qui fait des morts. Parce qu'en fait, quand vous vous convainquez de vous-même que vous êtes responsable de vos propres problèmes, ça renforce les mécanismes dépressifs qui ensuite conduisent à des issues fatales. Mais au-delà des issues fatales, qui vous ruinent la vie, quoi. Donc moi, je suis pour le boycott de ces instances-là, quoi. Je pense qu'il faut arrêter de jouer à ce jeu-là. Parce que ça fait 20 ans que ça dure, en fait, ces instances et ces machins, ces politiques RSE. Je ne connais pas un seul endroit où ça ait produit des effets réels. Tant que ça n'interrogeait pas les structures, c'est-à-dire le fait qu'on travaille pour des actionnaires, le fait que l'État réduit en permanence les budgets, il n'y a pas de bonne politique possible, je crois, encore une fois. Mais moi, je ne veux pas être dogmatique. Si vous connaissez des exceptions, il y en a sans doute. Et je serais content de savoir pourquoi elles sont des exceptions. Autre question du public ? Oui. Alors, avant de poser ma question, pour les récits utopiques, je vais me faire la voix de nos libraires ici. Il m'avait très bien conseillé Paris pour tous de Adrien Klent, je crois, qui est assez accessible et qui raconte l'élection d'un président qui prône la paresse, en gros. Et il y a une suite qui est très très bien. Voilà, ça se lit plutôt facilement. Et ma question, c'était, on voit quand même pas mal dans les entreprises des salariés qui souffrent d'une forme de syndrome de Stockholm, où ils sont dans une situation où pour eux le salariat représente une forme de simplicité et qui aiment cette simplicité et cette situation-là. Comment est-ce qu'on fait pour parler et pour déclencher un mouvement collectif dans ce genre d'endroit où les gens n'ont pas l'espace mental pour réfléchir à ce genre de leur propre domination et leur propre situation. Ouais, j'aimerais bien un jour
presque écrire un bouquin sur les collègues, parce qu'en fait les collègues c'est aussi un gros problème. Il y a les chefs et puis il y a les collègues, quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des collègues qui vont être très individualistes, qu'est-ce qu'on fait quand on a des collègues qui sont très résignés, qui je pense quand même globalement le problème majoritaire c'est la résignation. Donc je dirais déjà, quand je dis mouvement collectif, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez 100% des gens avec vous. Ça c'est important de se le dire et de se décomplexer. Une section syndicale ça peut être 2 personnes, c'est ok. Une grève, ça peut être juste quelques personnes et des postes clés qui arrêtent de travailler, ça met déjà bien le chaos. Donc je dirais, il ne faut pas se mettre des ambitions trop importantes. Si vous avez des collègues qui sont vraiment, qui ont un rapport purement passif au truc et qui ne veulent pas en entendre parler, bah, vous ne les ferez pas changer d'avis. Ce qu'il faut, c'est vraiment recruter celles et ceux qui vont quand même avoir un peu envie de cette impulsion. Et généralement, ce qui se passe dans les mouvements collectifs, on voit ça dans les films, on voit dans les romans, c'est toujours la même chose. Il y en a quelques-uns qui commencent, un peu les grandes gueules, et puis quand les autres voient qu'il se passe des choses, eh ben, ils vont les suivre. Voilà. Donc en fait, il faut être progressif dans son approche. Et après, on pourra se dire « Ah, mais c'est nul, ils avaient qu'à se mobiliser avant. » Oui, bon, bah, c'est comme ça. Donc il y a des gens, ils vont, si vous voulez, ils ont une approche plus pessimiste des choses. Ils ont peut-être un quotidien ou une vie privée qui leur laisse moins d'espace mental, comme vous disiez. Et donc, en fait, je pense qu'il faut leur montrer par l'exemple qu'en fait, quand même, hausser le ton et se mettre en collectif, ça porte ses fruits et ça pourrait améliorer leur situation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au travail de façon dissociée, qui se dissocient. Ça, la dissociation, c'est un mécanisme psychologique qui existe quand on est confronté à des agressions. C'est que simplement, on essaie de se couper de soi-même et de ses émotions pour que ça passe plus vite. Et en fait, il y a plein de gens qui font ça au travail. Et c'est vrai que ce n'est pas les gens les plus faciles à atteindre parce que du coup, ils sont là. Surtout, ne me sollicite pas. Moi, je veux juste attendre 17 heures et me barrer de là, en fait. Je veux pas d'ennui, je veux pas d'embrouille. J'en ai connu suffisamment comme ça. Et ouais, c'est des cas comme ça qui existent. Et je dirais qu'il faut... Oui, en fait, il faut réussir à leur montrer par l'exemple qu'en fait, il est possible que ça se passe autrement et que ça serait aussi bien pour eux. Mais ce n'est pas le cas le plus facile. Ce sera du coup la dernière question en bas, avant de changer de salle. Okay. Est-ce que vous avez vu la série Severance ? Ouais. Oui. Il y a une question sur la question ou c'est juste si vous l'avez vu, est-ce que voilà, il y a une lecture qu'on peut, enfin c'est la première lecture déjà, mais oui, voilà, oui, qu'est-ce oui. qu'on peut en fait oui, j'y pensais en répondant parce qu'en fait c'est ça dans la série Severance, qui est une très bonne série. En fait, le concept de base de la série est un peu fou et en même temps correspond tout à fait à l'époque. C'est qu'en fait ils imaginent on ne sait pas si dans le futur ou dans le passé, dans une époque un peu parallèle, qu'il y aurait une innovation qui aurait été mise en place, c'est-à-dire que des gens auraient une puce dans le cerveau qui leur permettrait d'être deux. C'est-à-dire que quand ils entrent dans leur bureau, la puce se déclenche et ils sont quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que leur journée de travail n'est pas vécue par eux, mais est vécue par un double. Et la série nous montre le point de vue des deux. Ce qui crée un monde assez terrifiant parce que, et vraiment, moi, ce que j'en déduis sur Séverance, ça nous montre ce que c'est qu'en fait, du coup, j'en parle dans le bouquin. Oui, en fait, c'est ça, j'en parle de la série, je suis bête. J'ai déjà oublié le contenu, mais je parle de Séverance pour dire un truc qui est que ce qu'on voit dans la série, c'est que du coup, donc effectivement, c'est Smith de se dire, ça serait génial si en fait, à 9h quand j'entre dans ma boîte, il se déroule une seconde et là, il est 17h. Donc c'est cool parce que du coup, ma personnalité peut être entièrement ma personnalité hors travail. Le problème, et ce que montre la série, c'est la personnalité dans le travail. C'est que si... alors on se dissocie, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que si vous avez une capacité d'oublier ce qui vous arrive à votre travail quand vous en sortez, alors on peut vous traiter comme de la merde. C'est ça que la série montre. Et honnêtement, c'est ça qui se passe avec un discours, là aussi, qui est très activé dans les trucs RSE, blablabla. C'est le fameux discours, comment ils appellent ça ? Conciliation, vie professionnelle, vie familiale... équilibre, travail, vie privée. Alors ce discours, sur le papier, moi j'ai mis longtemps à le critiquer parce que sur le papier il est super, on se dit oui c'est sympa qu'il se préoccupe de ça. Et en fait non, derrière c'est tout un tas d'injonctions à la Séverance qui consiste à dire vous savez quoi, vous allez laisser vos émotions de côté, vous allez prendre du recul et vous allez faire en sorte que le travail ne contamine pas votre vie privée. Alors spoiler, ça ne marche jamais. Le travail, quand il est dysfonctionnel, contamine toujours notre vie privée. Pour une raison simple, c'est que nous sommes une seule identité. Et ça, le patronat, il n'aime pas l'entendre, mais c'est qu'en fait, les individus sont une seule identité. C'est-à-dire que mon moi du travail et mon moi de la vie privée, c'est le même moi. Mon identité, elle est augmentée ou dégradée par ce que je vis dans la vie, y compris
et d'ailleurs de façon très importante, qu'on le veuille ou non, par le travail. Moi, il y a plein de gens j'ai vu plein de gens en entretien qui me disaient, voilà, moi ce que j'essaie de faire, et ça c'est la quête de plein de gens, c'est de prendre du recul, c'est vraiment que le travail ne m'atteigne plus. Je veux vraiment avoir en tête que mes loisirs, que mon cours de Zumba, que mes amis, etc. Et le reste, ça ne m'intéresse pas. Sauf que ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Parce qu'on n'est pas constitué comme ça. On n'est pas capable de faire le tri, etc. Et le travail nous atteint tous. De façon plus ou moins grande selon les individus, c'est vrai, selon nos cultures familiales, selon nos cultures religieuses, le travail a effectivement une place plus importante. Si vous avez une famille de commerçants protestants, le travail risque de prendre une place plus importante dans la vie que d'autres. Voilà. Moi, je viens d'une famille de commerçants, le travail, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose de très très important et j'ai mis très longtemps à essayer de baisser un petit peu mes attentes en la matière. Mais je crois qu'on est tous concernés par ça. Et donc ce que montre c'est vraiment la folie de ce qui semble en apparence quelque chose de désirable, c'est-à-dire ce fameux équilibre vie professionnelle, et qui est en fait une tentative pour faire en sorte que tous les coups soient permis au travail, puisqu'on pourrait toujours se rattraper dans notre vie privée, on pourrait toujours se consacrer à soi, prendre du temps pour soi. Vous voyez, tous ces trucs-là qu'on entend en permanence, c'est en fait des trucs très toxiques. C'est toxique parce que c'est impossible. Parce que si c'était possible, moi je saluerais, je dirais, ah bah chouette, si c'est possible que le travail ne nous atteigne pas, bah allons-y, faisons-le. Mais non, c'est impossible. Voilà, c'est comme ça. Le travail, c'est une activité humaine qui fait appel à nos sentiments, à nos émotions, à notre perception de nous-mêmes, à notre estime de soi. Et ça, c'est, voilà, on n'y arrivera jamais. On aura beau lire tous les livres de développement personnel qu'on fait, qu'on veut faire des micro-siestes, faire de la méditation, s'étirer sur son lieu de travail, faire des pompes, bah, ça ne marchera pas. Ça nous atteindra toujours. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup.